Salut. Et alors, c'est un bonheur de recevoir ce matin le comédien, mélomane Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On va parler de la nouvelle pièce que vous avez écrite et mise en scène autour d'Offenbach. Mais avant ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir votre regard de fin analyste de la vie politique sur ce qui se passe à l'heure même où on est en train de se parler, puisque Michel Barnier est à l'Élysée pour remettre sa démission au président. Vous qui connaissez par cœur l'histoire de la Ve République, c'est quand même assez inédit là, ce qu'on vit. C'est totalement inédit, on ne l'a vécu qu'une fois, c'était dans la nuit du 4 au 5 octobre 1962, où le gouvernement de Georges Pompidou a été renversé. La situation n'était pas tout à fait la même, bras de fer entre De Gaulle et l'Assemblée nationale. De Gaulle d'ailleurs, puisque Barnier est à l'Élysée en ce moment, De Gaulle avait refusé la démission du gouvernement de Georges Pompidou. Pompidou avait remis sa démission, il était obligé par les textes, et De Gaulle l'a refusé. Et il l'a accepté le 28 novembre. Entre-temps, il a gagné le référendum de la fin octobre sur l'élection du président au suffrage universel direct. Il a dissous l'Assemblée, il a gagné les législatives. Et donc, quand il a accepté la démission de Pompidou, il avait tout gagné, le De Gaulle, donc il a renommé Pompidou. Évidemment, on n'a pas la même situation cette fois-ci. Et celui qui avait fait tomber Pompidou, vous savez qui c'est ? Il avait pris la parole à l'Assemblée, il avait dressé les parlementaires contre Pompidou, c'était Paul Reynaud. Paul Reynaud, les Français l'ont oublié, c'est le dernier président du Conseil de la Troisième République. C'est celui qui, le 16 juin 1940, démissionne et passe le pouvoir au maréchal Pétain. Il avait été réélu député après la guerre, il avait fait une carrière, il était contre le gaullisme, il voulait une république de parlementaires, et il a eu cette phrase incroyable dans la nuit du 4 au 5 octobre 1962, il a dit « La République, c'est nous ». Ça vous rappelle quelqu'un. Vous voyez, l'histoire parfois offre des échos incroyables. Bon, là, on est d'accord que c'est impossible qu'il renomme, évidemment, Michel Barnier. Il ne peut pas non plus dissoudre le président de la République. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut que nommer quelqu'un d'autre. Il a le choix entre deux stratégies. Une stratégie qui serait une sorte de Barnier bis, c'est-à-dire on nomme un Premier ministre macroniste de droite ou carrément de droite pour essayer d'acheter la paix avec le Rassemblement national, que le Rassemblement national laisse travailler ce gouvernement, qui ferait des concessions au RN, peut-être sur les retraites, sur l'immigration. Ou bien Macron change de pied, il dit on va tenter une expérience avec les centristes, la Macronie et la gauche, puisque les socialistes, certains socialistes, ont l'air de vouloir s'arracher à LFI pour constituer un autre bloc. Il a le choix entre ces deux stratégies. La seconde ne me paraît pas mûre aujourd'hui, parce que les socialistes, ils ont beau dire on peut faire autre chose qu'être avec LFI, ils ne cessent de se rallier, de se soumettre aux insoumis. Donc peut-être qu'on aura droit à un deuxième ticket idéologiquement comme Barnier, mais incarné autrement. Est-ce que c'est parce que vous êtes lassé de ce spectacle politique que vous allez de plus en plus vers le théâtre aujourd'hui, Christophe Barbier, ou pas spécialement ? Non, j'ai toujours eu les deux de front, même si maintenant le théâtre, comme j'ai plus de responsabilité dans les médias, j'ai plus de temps pour m'y investir professionnellement. Mais théâtre et politique, vous savez, c'est les deux faces d'une même médaille. Depuis la Grèce antique, la cité athénienne a inventé la démocratie et en même temps, elle a inventé la comédie. Il y avait les tragédies qui étaient religieuses, mais on s'est dit, mais si la démocratie veut être démocratique, faut qu'elle autorise sa propre dérision. Et donc on a autorisé les comédies. À l'époque, Aristophane qui écrit les nuées, les grenouilles, les oiseaux, ça ne parle que de politique dans ses pièces. C'est le bébé de show ou les guignols de l'époque. Donc vous voyez, démocratie et théâtre, c'est la même chose. C'est notre manière d'être ensemble. D'ailleurs, c'est très théâtral là. Ce qu'on a vu hier à l'Assemblée, c'était du pur théâtre, non ? C'est du pur théâtre. Alors, il faut voir ce qu'on veut dire par pur théâtre. Les textes lus, les textes dits correspondent parfois à des convictions profondes. Je vous rassure, Mélenchon, il veut vraiment renverser le régime. C'est pas du théâtre. Mais c'est mis en scène comme un théâtre. Vous voyez, hier, Barnier, assis au banc, en attendant, en entendant l'accusation, c'est exactement le procès de Louis XVI. Voilà. C'était le vote de la mort du roi, il attendait du la vice-roi, sentence. de manière symbolique. Il attendait la sentence, il a fait sa plaidoirie, et puis le couperet est tombé. On a une manière très théâtrale, en effet, de faire vivre notre politique. Les décors, la mise en scène, le jeu de rôle, c'est très théâtral parce que on sait depuis toujours que pour concurrencer le théâtre et la religion, la politique doit se mettre en scène comme ces deux moments de communion que sont le théâtre et la religion. Et c'est très français, ça ? C'est très français, c'est très méditerranéen. C'est-à-dire tout ce qui a été influencé par la Grèce est baigné de cela. Par exemple, les Italiens sont pas si loin que nous de ça. Pareil, les Espagnols. Rappelez-vous, au tout début de la République espagnole, après le franquisme, il y a eu un coup d'État. Vous vous souvenez de ce militaire rentrant dans l'Assemblée, tirant en l'air avec sa tête de général Alcazar là, et son drôle de képi. C'était aussi très théâtral. On ne sait faire de la politique que théâtralement en France. Vous allez chez les Scandinaves, chez les Allemands, c'est différent. C'est sans doute plus raisonnable, c'est plus ennuyeux. Ce qui était absolument théâtral hier, le moment le plus théâtral peut-être, c'était l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon par le jardin, encadré par les députés LFI. Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas député, donc est allé prendre place
au spectacle. Il était au spectacle, à la tribune, surplombant des débats. Alors, je peux vous dire que moi, j'étais dans la tribune presse. Il y a un bruit, mais il y a un bruit. C'est pire qu'au théâtre. Il y a vraiment des cris sans arrêt. Vous n'entendez pas l'orateur à la télé. Vous vous rendez pas compte. Mais vous n'entendez pas les orateurs. C'est-à-dire que ça hurle, mais ça hurle littéralement. En tribune avec un large sourire, Jean-Luc Mélenchon. Il y a ça aussi qui rendait la scène encore plus théâtrale. Le grand tireur de ficelle, un large sourire, c'est sa victoire. Et quand le socialiste prend la parole, il s'en va. Parce qu'évidemment, les ennemis, on les écoute. Les alliés, les vassaux, on les méprise. Allez, dans un instant, on va parler d'un tout autre type de théâtre, Offenbach et les 3 empereurs. C'est en ce moment au théâtre de Poche, Montparnasse. Et c'est orchestré par Christophe Barbier, bien sûr. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Christophe Barbier ce matin pour la pièce dont Christophe Barbier est auteur, metteur en scène et comédien. C'est Offenbach et les 3 empereurs au théâtre de Poche, Montparnasse. Non, pas le jupe, c'est gênant. La musique du French Cancan, Orphée aux enfers du compositeur Jacques Offenbach. C'est le nouveau rôle que vous interprétez, Christophe Barbier, sur la scène du théâtre de Poche Montparnasse dans Offenbach et les 3 empereurs. C'est une nouvelle pièce que vous avez écrite, mise en scène. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à la figure d'Offenbach ? Pour 2 raisons. D'abord, la passion de cette musique-là, partagée avec mon épouse, Pauline Courtin, qui chante dans le spectacle. Et on avait envie depuis longtemps de créer un spectacle autour d'Offenbach et de cette œuvre prolifique. Et puis la deuxième raison, c'est les résonances de cette époque avec notre époque actuelle. Le tsar de Russie est présent dans cette pièce. Il nous parle de l'invasion de la Crimée. Il vient de perdre la guerre de Crimée face aux Français. Les Français viennent de gagner la guerre de Crimée. Et du coup, il envahit la Tchétchénie. Il menace la Pologne. Vous voyez, ça nous rappelle des choses quand même aujourd'hui. En même temps, Paris est dans une espèce de fête insouciante où on se moque un peu de la politique, on pense qu'aux bouteilles de champagne, tout va bien se passer, alors que dans 3 ans, ça va être la guerre de 70. Donc, je voulais faire revivre cette époque dans sa légèreté, une légèreté formidable. La fête, la joie de vivre, c'est le plus important. Et en même temps, une légèreté qui est une forme d'inconscience, d'aveuglement. Donc, je voulais montrer tout ça sur scène et de recomposer le trio avec lequel nous avions joué Mozart, mon amour, sur une pièce consacrée à Offenbach. Un personnage étonnant, Offenbach, violoncelliste, né allemand, naturalisé français. Et déchiré par la guerre de 70, du coup. Né juif et converti par amour au catholicisme. Pour épouser Herminie, sa femme. Oui. Et alors, dans votre pièce, vous nous emmenez à l'exposition universelle de Paris, le 7 juin 1867, époque où il connaît son plus grand succès. Dites-lui qu'il répondra oui. Dites-lui que je l'aime et que je suis belle. Magnifique, ça, Olivier Benkemoun. La grande musique. L'opéra La Grande Duchesse de Gerolstein, c'est comme ça qu'on dit. Ça doit être Felicity Lotte qui chante là. C'est Hortense Schneider. Hortense Schneider, oui, c'est l'actrice de l'époque. Voilà, la cantatrice. Là, la voix qu'on a entendue, je pense que c'est Felicity Lotte. Hortense Schneider, c'est la grande cantatrice de l'épopée Offenbach. Et donc, elle l'accompagne de ses tout débuts. Il rachète une baraque en bois sur les Champs-Élysées qui appartient à un prestidigitateur. Il y a déjà une exposition universelle, on est en 1855. Et cette jeune femme qui arrive de Bordeaux frappe à sa porte. Il est séduit par sa voix, il la met en scène et c'est un triomphe. Et ça va être un duo qui va animer toute la vie du Second Empire jusqu'à la fin, avec de très grands rôles, dont celui de cette duchesse de Gerolstein. En 67, l'exposition universelle attire toutes les têtes couronnées d'Europe. Ça annonce les grandes expositions universelles de 89 avec la Tour Eiffel. La France est déjà pionnière en matière d'exposition universelle et 3 empereurs se retrouvent à Paris. Notamment 3 empereurs, qui étaient réunis à Paris pour l'exposition. Le futur Guillaume Ier, avec son chancelier Bismarck le aussi. Kaiser et Bismarck qui sont là, venant renifler la France avant de l'envahir. C'est ça. Alexandre II, donc l'empereur de Russie, et le futur Alexandre III. Le fils. Et puis bien entendu notre Napoléon III qui traîne aussi dans les parages. Bien sûr. Et ils vont assister ensemble à une représentation donnée par cette célèbre cantatrice. Exactement, par Hortense Schneider, la duchesse de Gerolstein. C'est un succès incroyable, c'est un triomphe. À tel point que quand elle arrive à l'exposition universelle, la police lui barre le passage en disant non, là c'est l'entrée réservée aux souverains et aux souveraines.
Et elle dit, mais je suis la grande duchesse de Gerolstein. Et on la laisse passer. Et c'était un personnage, Hortense Schneider. Et alors, ces 3 empereurs, ils vont aussi se réunir à la table du Café Anglais pour un dîner mémorable qui va durer 8 heures. 8 heures, 34 plats. Le menu, paraît-il, est encore affiché à la Tour d'Argent, un autre grand restaurant parisien. Et ça va devenir mythique parce qu'à la fin du repas, il est 3 heures du matin, le tsar n'est pas content. Il n'a pas eu de foie gras. Et le chef du Café Anglais lui dit, mais votre majesté, on ne sert pas de foie gras au mois de juin. Et en décembre de l'année 1867, il fera envoyer à Saint-Pétersbourg une caisse de foie gras pour le tsar. Et alors vous, Christophe Barbier, vous imaginez qu'Offenbach et sa cantatrice star auraient été présents à ce fameux dîner. Ça, c'est la part de la fiction. Voilà. Ces 3 empereurs veulent avoir des extraits des grands succès d'Offenbach, donc ils convoquent Offenbach, qui va devoir improviser un spectacle. Ils convoquent plusieurs chanteurs, mais ils ne viennent pas. Il n'y a que Hortense Schneider qui se dévoue. Et donc, il va falloir bâtir le spectacle avec Hortense et avec l'aide d'un mystérieux pianiste qui surgit comme par hasard. Mais évidemment, il n'y a pas de hasard. Et le tsar Alexandre II, il veut absolument percer le secret d'Offenbach, savoir comment il arrive à composer des opéras aussi populaires. Et alors, l'un des secrets, dit-il, c'est le rire. Il dit, l'époque veut rire de tout. Et il ajoute, puisque la vie est absurde, puisque nous roulons à l'abîme, il faut s'amuser, faire la fête, c'est le plus important. C'est un conseil que vous donnez aussi pour aujourd'hui, peut-être ? Bien sûr, mais c'est un conseil qu'on n'a pas besoin de donner. Les gens le suivent déjà. Regardez l'importance qu'a prise la vie des amis, la vie de la famille. On aime faire la fête parce qu'on se dit, bon, puisque tout peut aller mal, puisqu'on roule à l'abîme, eh ben, amusons-nous. Ça sera toujours ça de prix. C'est une manière aussi de fermer les yeux sur les problèmes. On le sait. Il y a quelque chose d'anesthésiant dans cette volonté de faire la fête, la grande distraction. C'est un très commun entre notre époque, l'entertainment, et cette époque de la fête impériale. Mais les fêtes d'Offenbach, elles étaient monstrueuses. Il réunissait chez lui tous les vendredis les plus grands noms de Paris et on y débouchait du champagne. Pendant ce temps-là, il continuait à travailler. Il composait sur un coin de table pendant qu'on dansait. Gustave Doré marchait sur les mains. Enfin, c'était vraiment mythique. Et vous, Gustave Doré marchait. Oui, il marchait sur les mains, très fort. Vous incarnez donc ce Jacques Offenbach, Christophe Barbier, avec sa barbe improbable. Bien sûr. Les ronds flaquettes, la moustache, oui, il faut se faire une tête de l'époque. Ça vous a fait plaisir de vous grimer comme ça ? C'est très agréable de le faire, parce qu'évidemment, on change complètement de personnalité, je prends l'accent, et ça gratte beaucoup, c'est pas confortable. Pour une fois, on verra Christophe Barbier avec une barbe, c'était quand même assez logique finalement. Offenbach et les 3 empereurs, c'est en ce moment donc au Théâtre de Poche. On se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite. 9h30, 11h sur